Sunday Night Production. Dans cette nouvelle capsule, nous allons nous intéresser aux jambes du coureur et nous allons vous expliquer comment muscler le bas de votre corps peut vous permettre d'être plus endurant et plus rapide. C'est parti! Le renforcement musculaire est un pilier dans l'entraînement du coureur. Chaque vendredi du 2 au 23 février, découvrez comment la préparation physique ciblée peut révolutionner vos entraînements en course à pied. Alors préparez-vous à courir plus loin, plus vite et avec plus de force. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre nouveau format, la capsule Muscu. Dans ce programme, vous allez tout apprendre sur les fondamentaux de la musculation du coureur et de la coureuse à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet crucial de la préparation physique, le renforcement musculaire du bas du corps. Quels sont les exercices clés pour créer une base solide et améliorer ses performances? Comment le renforcement musculaire du bas du corps peut-il vous permettre de courir plus rapidement, plus vite, plus longtemps et surtout, quelles sont les erreurs à éviter? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'être accompagné par Frédéric Bellouz, co-auteur du livre Running Renfo, la préparation physique en course à pied, publié aux éditions Fort Trainer. Salut Fred, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce programme en tant qu'expert. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien et je te remercie de m'accueillir dans un format un peu particulier pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la préparation physique spécifique en course à pied. Bon, c'est toujours un plaisir de te retrouver Fred, tu le sais bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet clé dans l'entraînement en course à pied, le renforcement des jambes. On sait que nos jambes, forcément, elles sont essentielles dans la pratique de notre sport. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi exactement le renforcement des jambes est si crucial pour les coureurs et surtout comment est-ce que des jambes bien renforcées peut influencer notre manière de courir mais aussi notre vitesse et notre endurance parce que c'est pas forcément évident. Alors tu l'as très bien dit, les jambes c'est finalement l'outil principal du coureur et donc devoir expliquer pourquoi on doit les renforcer, je suis pas sûr, tout le monde comprend l'intérêt qu'il y a derrière ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut bien comprendre à quoi elles servent les jambes dans un mouvement de course. Alors, on peut dire, je vais catégoriser ça en 3 fonctions. Il y a une fonction d'amortissement, une fonction de stabilisation et une fonction de propulsion. Et donc, l'idée du renforcement musculaire qu'on va mettre en place sur les membres inférieurs, va être justement d'optimiser ces différentes phases d'une foulée, parce qu'une foulée c'est ça, c'est le pied touche le sol et tous les muscles de la jambe vont servir d'amorti, après on stabilise et on se propulse pour avancer. Donc vraiment l'idée de la musculation va être d'optimiser ces différentes phases afin de rendre la foulée plus efficace. Et c'est quoi une foulée efficace? C'est une foulée qui aura un coût énergétique abaissé et qui nous permettra soit d'aller plus vite ou soit de maintenir une intensité élevée sur une durée plus longue. Donc si on veut aller plus vite ou si on veut courir plus longtemps, il ne suffit pas de faire des séances de fractionnés ou des sorties longues, ça passe aussi par la musculation. Oui, effectivement, le courir, ça va rester la base, évidemment, parce que il y a l'aspect aussi cardiovasculaire qui est tellement important dans les processus énergétiques et donc la capacité d'amener de l'oxygène dans les muscles. Mais après, il faut que les muscles puissent bien fonctionner et ça, évidemment, l'entraînement vraiment spécifique en course va être primordial et ça va être vraiment le cœur et le cœur avec un grand C de l'entraînement. Mais à côté, effectivement, l'entraînement en musculation va permettre à ces muscles, on va dire, de fonctionner de manière optimale. Justement, je te propose qu'on creuse un peu plus le sujet, qu'on entre en profondeur sur le bas du corps. Est-ce que tu pourrais me donner un aperçu des des principaux groupes musculaires qui sont impliqués dans la mécanique de courir? Parce que moi, intuitivement, forcément, je pense au quadri. Je les vois qui grossissent en fonction de l'intensité et de la régularité de mes entraînements, aux ischios, les ischio-jambiers. Alors même si effectivement c'est un peu le muscle du sprinter, on sait aussi que dans la course de fond, le demi-fond, c'est quand même des muscles importants. Les mollets, le mollet du coureur évidemment, ça bien sûr. Ça c'est les 3 un peu principaux, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et surtout, est-ce que tu peux m'expliquer comment on va solliciter ces muscles? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Nous en dire un petit peu plus si on creuse encore.
Déjà, Guillaume, tu connais assez bien la course, donc tu as résumé, tu as donné l'ensemble des groupes musculaires. Je parlerai pas du pied parce que ça fait l'objet d'un épisode spécifique, donc j'inclurai pas les muscles liés au pied ici. Après, on pourra toujours rajouter quand même aux grands groupes musculaires que tu as donnés, qui sont les essentiels, très concrètement. Si je remonte mollet, donc le triceps sural, si on veut parler de manière anatomique, quadriceps et ischio-jambier, on pourrait rajouter les muscles fessiers, grand fessier, moyen fessier. C'est vrai qu'on oublie souvent. Le piriforme, parce que voilà, c'est une chaîne. Alors certains pourraient dire que c'est au niveau du bassin, mais voilà, moi je vais plutôt les mettre sur les membres inférieurs, parce que là on est vraiment dans la dynamique de course. Et le psoas aussi, le psoas qui est ce muscle qui est au niveau du pli de l'aine et qui est vraiment ce qu'on appelle le muscle fléchisseur de la hanche. Donc en fait, c'est le muscle notamment qui contribue au fait de pouvoir ramener le genou vers soi. Donc on comprend bien qu'en course, c'est quand même un muscle important. Mais effectivement, si on doit hiérarchiser l'intervention des différents groupes musculaires sur la course, mollet, quadri, ischio et fessier vont avoir une importance prépondérante. Après, suivant les différentes phases, ils vont pas avoir le même type de fonctionnement et le même rôle. Comme j'ai dit, il y a les 3 phases, amortissement, stabilisation, propulsion, et ces différents groupes musculaires vont intervenir dans différentes dimensions. Pour rappel, un muscle se contracte soit de façon concentrique, c'est-à-dire qu'il y a un raccourcissement de la fibre musculaire, soit isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de longueur de la fibre musculaire, soit excentrique. On l'avait vu dans le premier épisode d'ailleurs. Exactement. Et du coup, dans les différentes phases, ces différents groupes musculaires vont intervenir de manière différenciée pour à la fois stabiliser et propulser. Et donc, on va avoir une activité assez variée et riche et qui en fait renvoie à l'activité de course qui est un mouvement élastique. Et tu as insisté sur les ischios qui effectivement est, on va dire, le muscle essentiel des sprinteurs. D'ailleurs, les sprinteurs se blessent souvent aux ischios. Ils font très attention voilà, à leurs ischios. Et les coureurs de fond et d'ultra-fond, notamment, sont beaucoup moins sollicités à ce niveau-là. Alors, exception faite des personnes qui font des courses avec un fort dénivelé, notamment les trailers, mais ça existe aussi sur la route, où là, l'ischio va être beaucoup plus sollicité. Et l'ischio a vraiment une sollicitation prépondérante en excentrique. Et c'est vraiment, par exemple, si on fait du renfort ischio spécifique, ça sera cette dimension sur laquelle il faudra insister. Et les quadris interviennent évidemment dans la propulsion, et on le comprend bien, mais aussi en rôle fondamental dans l'amortissement et la stabilisation. Et on le voit bien, lorsqu'on a des courses où il y a beaucoup de dénivelé, on va dire négatif, c'est-à-dire beaucoup de descentes, là où on douille en premier, excusez-moi de parler comme ça, sont les quadris s'ils ne sont pas bien renforcés, parce qu'à un moment, c'est eux qui prennent tous les chocs et qui absorbent. Et les mollets aussi, il ne faut pas les oublier, les mollets, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser que plus on a des mollets un peu forts, puissants, bien musclés, plus on va aller vite. Mais c'est vrai, quand tu regardes dans les coureurs, notamment des hauts plateaux africains, ils ont des tout petits mollets. Et là, où est-ce que, en fonction de où se situera le muscle, plus il sera haut, plus ça va être, en tout cas sur le papier, plus adapté à la course de fond. Il n'y a pas un truc comme ça, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Alors ça, c'est si on touche vraiment le très haut niveau. Ouais, mais comme ça, on peut s'analyser un peu. Là, je suis sûr que nos auditeurs ils vont regarder un peu où sont placés leurs muscles. Il faut qu'ils soient placés où Alors effectivement, on a constaté que chez les athlètes élites et notamment les athlètes des hauts plateaux, ils avaient des mollets beaucoup plus, on va dire, petits en longueur et en taille, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins puissants, attention, parce que s'il suffisait d'avoir des gros mollets pour être efficace en course à pied, nos amis cyclistes sur piste seraient de redoutables coureurs sur route et on sait tous que c'est pas le cas, parce qu'il faut un mollet est là pour le coup un muscle qui soit dynamique, qui soit pas non plus trop lourd, trop entre guillemets encombrant, parce qu'il y a quand même à ce niveau-là une problématique par rapport le rapport poids-puissance. Donc pas en boule, pas une grosse boule, plutôt étalé, plutôt allongé. Et plus on va avoir un tibia qui est long avec un mollet situé en haut, plus on va aussi avoir des tendons qui vont être longs et on va beaucoup jouer sur les qualités élastiques du couple muscle-tendon. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit ces coureurs qui ont des tendons et des mollets. C'est pour ça qu'on voit, notamment chez ces coureurs, le mollet qui est placé plus haut et qui est peut-être plus filiforme. Certains disent mollet de poulet. Il y a des blagues comme ça qui circulent, mais c'est un peu l'idée.
Oui, bah après, rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez des gros mollets un peu bas que vous n'allez pas courir, hein. Là, on est vraiment dans le petit détail de la haute performance. Et justement, d'un point de vue biomécanique, est-ce que le renforcement ciblé des jambes peut, par exemple, nous aider à voir, j'imagine que oui, mais tu vas nous expliquer un peu les détails de tout ça, améliorer la foulée, parce qu'il y a la vitesse, il y a l'endurance bien sûr, mais on parle beaucoup aussi de l'amplitude. Par exemple, si on va avoir une amplitude un peu plus forte, la qualité de notre foulée, les mouvements aussi, en fait, tout ça, ça va jouer aussi, notamment dans la prévention des blessures ou ce genre de choses, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais j'imagine que c'est quand même important, parce que ça peut nous ralentir, ça. Alors effectivement, hein, l'idée c'est pas de se muscler pour se muscler, se renforcer pour se renforcer et se donner bonne conscience. Tout ça vise un but que on pourra qualifier d'opérationnel, de spécifique, de concrétisation de terrain, qui va être notamment l'amélioration de la foulée. Et tu parlais de la prévention des blessures, qui est pour moi un effet secondaire, je dirais même indirect du renforcement musculaire. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai détaillé les trois phases, hein. Amorti, stabilisation, propulsion. Donc, on vise cette optimisation-là. Et du coup, la musculation va amener un meilleur contrôle moteur musculaire. Et donc là, on est plus même sur l'approche neuromusculaire, c'est-à-dire qu'on va avoir un muscle qui fonctionne mieux et notre capacité à conduire ce muscle d'une manière beaucoup plus efficace. Donc, on voit bien, hein, notamment sur le fait de mettre soit plus de cadence, soit avoir une amplitude plus importante, soit les deux combinés, que l'importance d'avoir un muscle qui soit moins fatigable, qui soit plus dynamique, qui soit plus fort, est un véritable intérêt. Donc ça concourt à une foulée plus efficace, et indirectement, plus on va avoir une foulée efficace, plus on va être en capacité d'encaisser la charge d'entraînement et notamment les intensités. Donc, si on est en capacité de mieux encaisser ces charges d'entraînement et ces intensités, on réduit le risque de blessure, tout simplement, parce qu'il ne faudrait pas partir dans l'idée un peu simple, se dire je rends le muscle plus fort, donc il résiste mieux. Non, c'est un ensemble, c'est en fait il va être sinon en capacité. Les sprinteurs ne se blesseraient pas, ou les mecs qui font de la muscu, l'haltérophilie ne se blesseraient jamais dans ces cas-là. Et exactement, l'idée c'est juste que le renforcement va amener à une optimisation de la foulée, donc une capacité de mieux encaisser, de mieux emmagasiner la charge de travail. Bon, maintenant qu'on connaît, que tu nous as un peu vanté les nombreux avantages de renforcer nos jambes, est-ce que tu pourrais nous conseiller quelques exercices, un peu tes best-sellers? Alors, dans ton livre, tu donnes justement, il y a pas mal de photos, d'applications, il y en a beaucoup, mais si on devait un peu sélectionner les meilleurs, lesquels ce seraient? Je te propose, c'est qu'on s'intéresse dans un premier temps à ceux qui ne nécessitent pas de matériel, tu vois, pas d'abonnement à la salle de sport, et après on fera ceux sur lesquels on peut, comme ça. Voilà, tout le monde, tous celles et ceux qui nous écoutent, peu importe les moyens qu'ils ont à disposition, vont pouvoir quand même mettre en pratique certaines choses. Comment est-ce que tu veux qu'on fonctionne? Est-ce que tu veux qu'on fonctionne par groupe musculaire, par exemple ischio, quadri et mollet, ou tu veux nous donner pour toi dans tout cela les plus importants? Moi, je vais te donner ce qui me semble être, parce qu'il faut toujours en sortir quelques-uns. Alors, ça pourrait toujours être contestable, mais après, c'est des choix. Quand on est entraîneur, quand on est préparateur physique, à un moment, on fait des choix. Des mouvements, parce qu'en fait, à un moment, si un type d'exercice va renforcer de manière privilégiée tel ou tel groupe musculaire, ces groupes musculaires, quand on réalise l'exercice, ils sont pas isolés. Donc finalement, on va travailler une chaîne globale qui va être le corps. Et je vais donner quelques exemples. Là, on parlait des exercices sans matériel. Pour moi, un des exercices bases, qui est un exercice phare et qui finalement, alors certains me diront ça peut être valable pour tous les sports, et je dirais oui, c'est vrai, c'est le squat. Alors le squat sans matériel, c'est ce que certains vont appeler le air squat ou le squat jump, si on veut lui donner une dimension pliométrique dynamique. Voilà, c'est pour moi, ça c'est vraiment un exercice de base. On va de manière privilégiée renforcer les quadris et les fessiers, qui interviennent de manière prépondérante dans la foulée, et notamment sur amortissement, propulsion.
Mais en même temps, lorsqu'on fait un squat, il faut avoir un bon positionnement et notamment au niveau du bassin. Donc, on travaille le fameux gainage sur lequel on reviendra par ailleurs. On fera un épisode spécifique et focus sur le gainage. Et donc, voilà. Et on a aussi la stabilisation au niveau des pieds. Donc, les muscles des pieds et mollets interviennent lorsqu'on fait un squat, mais pas de manière directe et prépondérante. Mais donc, pour moi, le squat est un incontournable. Hein. Vraiment, et puis, c'est un exercice assez simple à faire, il faut bien l'exécuter parce qu'on le voit pas toujours très bien exécuté. Je rappelle juste là, j'en profite, lorsque vous faites un squat, vos talons ne décollent pas du sol. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête et les genoux ne rentrent pas à l'intérieur. Maintenant, il y a une version qu'on appelle le sissy squat qui est beaucoup utilisée par les trailers pour travailler la charge sur les quadriceps. Alors ça, c'est un squat où on va décoller les talons, mais c'est fait exprès et c'est dans un but différent. Donc vraiment, lorsqu'on parle du squat, on va dire pur et dur, c'est ses pieds bien à plat au sol. Ouais, le squat, c'est vraiment un best-seller. Surtout en France, on a une grosse culture du squat. Pourquoi le sissy squat? C'est pas en l'honneur de Sylvaine Cusso, la traileuse? Alors j'aurais bien aimé parce que c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais non, c'est un exercice qui vient du monde du fitness et du culturisme des États-Unis dans les années 70-80, donc ce n'est malheureusement pas en l'honneur de notre très cher ami Sissy Cusso. On peut dire que c'est en son honneur finalement. Moi, l'impression que j'ai, c'est que finalement on va quand même assez... C'est pas suffisant, mais on va quand même assez travailler les quadriceps, on va assez travailler les mollets, les ischios aussi un petit peu quand même quand on court. Mais les fessiers, je pense que c'est vraiment un muscle qui a besoin d'être soutenu. Enfin, s'il y en a bien un parmi tous ceux du bas du corps qui a besoin d'être soutenu, c'est les fessiers et le squat. C'est quand même très très bien pour ça. Et avec quelques exercices assez simples, on peut vraiment avoir un impact significatif. Je trouve que le ratio, en tout cas pratique-bénéfice, là où il est le plus important, c'est sur la musculation des fesses quand on pratique la course à pied. Et puis c'est toujours sympa d'avoir des fesses un peu galbées, quoi. Oui, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, Fred. Et c'est plutôt intéressant pour les profils Instagram. Hein. Il n'y a pas que dans le monde de la course qu'on aime le squat. Je pense que les réseaux ont permis aussi l'explosion de cet exercice qui a de multiples bénéfices, mais qui est aussi un exercice simple. C'est aussi pour ça qu'il est énormément réalisé. Et après, il y a effectivement énormément de polémiques qui sont des fois un peu des polémiques d'experts. Donc, Oui, bah ça, écoute. Hein. Fred, est-ce qu'il y a d'autres exercices qu'on peut pratiquer? J'imagine que oui, sans équipement à la maison. Par exemple, tu sais, il y a un peu la chaise. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Moi, que je faisais, on se met dos au mur en forme de chaise, un peu comme quand on était à l'école, quand on était puni. On peut peut-être rajouter des dictionnaires. Ça, est-ce que c'est intéressant de le faire? Alors, la chaise, c'est un exercice un peu classique, très intéressant, parce qu'en plus, on travaille en isométrique, pour le coup, j'en parlais tout à l'heure, et c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler un moment sur ces positions-là. Après, moi, au-delà de la chaise, je te rajouterais les fentes et ses variantes, parce que la fente, c'est aussi un exercice de base qui est très intéressant pour le coureur parce que on va commencer à être sur un exercice dit spécifique, c'est-à-dire qui se rapproche du mouvement de course. Hein, quand on fait une fente en avançant, et après c'est la fente et toutes ses variantes, donc fente bulgare, c'est-à-dire que vous avez le pied arrière qui est surélevé, ou la fente sautée. Qui est aussi très intéressante parce qu'elle introduit également une dimension pliométrique, et là aussi on va beaucoup plus insister du coup sur quadri, fessier, mélisquio et un peu plus sollicité également, et toute la dimension stabilité lombo-pelvienne, c'est-à-dire le gainage de la ceinture abdominale et lombaire est vraiment sollicité. Et si on fait de la fente sautée, on introduit la dimension coordination neuromusculaire qui est aussi très très intéressante à ce niveau-là. Donc la fente, hein, c'est voilà, on va se mettre droit et puis on va avoir un genou qui va s'abaisser, un autre qui va rester haut. Est-ce qu'on reste fixe ou on peut marcher aussi? Ça se voit beaucoup, peut-être avec des poids même dans les mains. C'est quelque chose qui se fait pour essayer de droit. Comment est-ce qu'on peut apporter quelques variantes? Parce que ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu conseilles toi dans la méthodo? Alors. Pour les fentes, comme pour tous les exercices, il faut toujours apporter un maximum de variantes, parce que l'idée, c'est pas d'être spécialiste d'un mouvement. Il s'agit pas d'être spécialiste du squat, il s'agit pas d'être spécialiste de la fente, mais c'est du moment qu'on maîtrise bien l'exercice dans une consigne donnée, eh bien, on exécute ce même exercice de manière différente. Alors, il y a les fentes sur place. Si par exemple on le fait chez soi et qu'on n'a pas forcément beaucoup de place et qu'on n'a pas un couloir long de 200 mètres, ce qui est dans les appartements parisiens, ce qui est souvent le cas.
Donc on peut le faire sur place, mais pareil, quand on le fait sur place, on peut faire avec un déplacement vers l'avant ou vers l'arrière. On va pas travailler exactement de la même manière. Tiens, ça. On a les fentes aussi latérales. Là, on va beaucoup plus solliciter notamment tout ce qui est TFL, tensio-fascio-lata, cette bande latérale au niveau de la cuisse latérale extérieure et le fessier. On peut faire effectivement des fentes en avançant si on fait dehors, si on a un long couloir chez soi, enfin bref, si on a la place, ça c'est intéressant. Soit en portant des poids, alors sur les épaules, de 2 litres d'eau, si on n'a même pas... des bouteilles sur le côté, voire que d'un côté pour créer un déséquilibre. On peut avoir aussi une fente où en position basse, on va faire une torsion du buste d'un côté ou de l'autre pour mettre en place un déséquilibre. En fait, il y a de multiples variantes. Là, je les détaille pas toutes. Tu parlais des exemples du livre où il y a plus de 400 photos et qui renvoie aussi à des vidéos pour avoir vraiment l'exécution correcte du mouvement. Et vous avez 200 vidéos et plus de 400 photos sur l'ensemble de l'ouvrage. Donc, il y a de quoi faire pour ceux qui veulent creuser. Et puis spécialisé, vraiment pensé pour la pratique de la course à pied, parce que il n'y a pas tant d'ouvrages que ça. On en parlait dans le premier épisode justement autour de la muscu du coureur à pied. Donc là, on a fait déjà un bon panel. Ça, c'est un peu les fondamentaux, les best-sellers. Tu nous as apporté quelques variantes intéressantes. Moi, il y en a certaines que je connaissais pas, donc j'ai pris des notes. On va passer maintenant, si tu veux bien, à ceux qui nécessitent un équipement. Est-ce que tu pourrais nous proposer maintenant des exercices de renforcement des jambes avec du matériel, par exemple, ou qu'on peut réaliser en salle de muscu. Alors moi, je pense à la presse. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Tu es sur le dos, tu as les poids et puis tu viens pousser. Ça c'est un truc qu'on pense naturellement quand on est coureur, on arrive dans une salle. Voilà, c'est un peu l'exercice auquel on pense en premier parce qu'on se dit ça va muscler nos jambes. Est-ce que c'est vraiment un exercice intéressant ? Est-ce que c'est sur celui-là qu'il faut se jeter quand on rentre dans une salle ? Alors se jeter, je sais pas, mais faire, oui. En tout cas, alors la presse, il y a différents types. Thermologie aussi, j'imagine. Voilà, la presse dont tu parles, c'est ce qu'on appelle la presse inversée, parce qu'en fait, on a les jambes qui poussent vers le haut. Mais maintenant, dans les nouveaux types de salles dans lesquelles on peut aller, des fois, on est assis et on pousse devant. Donc là, on parle plus de presse inversée, mais c'est le même principe. Alors ça, c'est vraiment un exercice qui est très intéressant parce que on va pouvoir, suivant comment on se positionne, travailler évidemment de manière privilégiée quadri et fessier là aussi. Alors, c'est-à-dire qu'en presse inversée, on sollicite beaucoup plus les fessiers aussi. Donc si vous avez l'occasion de choisir entre les deux, choisissez plutôt l'inversé, celle où vous êtes quasiment allongé au sol et poussé vers le haut. Mais après, en changeant le positionnement des pieds sur la plaque, plus ou moins haut, plus ou moins écarté, plus ou moins ouvert, vous allez travailler les différents groupes qui constituent le quadriceps de manière un peu différente, donc ça sera toujours intéressant. Et même en mettant vos pieds juste au bord du support et en n'ayant que l'avant du pied sur le support et en poussant que l'avant du pied, jambes semi-tendues, vous allez là pour du coup pouvoir vous servir de la presse comme d'une machine pour renforcer spécifiquement les mollets. Donc ça, c'est très intéressant. On peut travailler plein de groupes musculaires. Voilà, c'est vraiment pour moi un des passages obligés. Si on va en salle, l'idée c'est on fait de la presse, quoi. Donc c'est un bon réflexe qu'on a nous les coureurs intuitivement. Est-ce qu'on va plutôt travailler en charge lourde, on va mettre le plus lourd possible et on va faire un peu le kéké, ou on va plutôt travailler l'intensité un peu? Qu'est-ce que tu nous recommandes? Et après j'aurai 2-3 autres questions sur la presse. Alors la charge va dépendre du cycle d'entraînement dans lequel tu es. Pendant très longtemps, les coureurs, on voyait, ils travaillaient en ce qu'on appelle force explosivité. C'est-à-dire c'est vrai, c'était la base. Voilà. Savoir de manière un peu schématique, parce que les spécialistes de l'haltérophilie et des sports de force nuanceraient un peu, mais de manière schématique, on a 3 grands axes de travail en musculation. On a la force maximale, 95-100% d'intensité. La force explosivité, on va être entre 80, 90, voire 95, on a la limite de la force maximale d'intensité, et l'endurance de force qui va se situer entre 60 et 75% d'intensité maximale. Tout ça, c'est par rapport à maximal, c'est un peu finalement comme notre VMA. Suivant que tu travailles à 95% de ta VMA, de ta VO2, ou à 85% ou à 60%, tu fais pas le même type de travail. Donc, en musculation, ça va se traduire, tu n'auras pas le même nombre de répétitions, le même nombre de séries, le même temps de récupération. Et en fait, la manière dont tu vas travailler va dépendre du cycle dans lequel tu es. Et une grosse erreur est de toujours faire la même chose, parce que
l'entraînement, c'est l'adaptation, et à toujours faire la même chose, finalement, à un moment, on ne s'adapte plus. Il faut toujours créer du stress. Est-ce qu'on bloque les genoux ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir les jambes tendues? Parce que ça, on le voit souvent, ça, les gens avec les jambes tendues. On va essayer de s'arrêter un peu avant d'avoir les jambes tendues sur la presse. Alors, les spécialistes diront de toujours avoir une semi-flexion au niveau de l'articulation du genou, pour la raison suivante, notamment quand tu travailles à charge lourde, voire très lourde, c'est que en fait, la tension qui est liée à la charge que tu pousses ou que tu retiens, suivant le mouvement, mais quand tu te retrouves jambes tendues, c'est que tu auras poussé et à un moment tu stabilises. Cette tension-là, elle va se répercuter sur l'articulation si tu bloques l'articulation. En fait, il y a une forme, entre guillemets, de transfert de la tension du muscle à l'articulation. Et le muscle est en capacité de beaucoup plus résister que l'articulation. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir les jambes tendues pour pas s'abîmer les genoux. Voilà. Après, si vous le faites sur 2-3 reps et que vous êtes à charge 50%, vous n'allez pas vous retrouver chez le chirurgien ortho le lendemain. Il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, Oui, c'est jamais. Des fois, on nous présente ça un peu comme l'erreur absolue. Attention, si vous faites ça, vous allez tout. C'est comme à une époque, on disait il faut pas, quand on fait un squat, que les genoux dépassent la pointe de pied. On est largement revenu sur cette histoire-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu as un petit dernier en salle qu'on peut travailler vraiment, qui est le best-seller? L'idée, c'est pas de faire une liste exhaustive, mais c'est de parler vraiment des incontournables. Alors, je me permettrai d'en citer deux. Tu m'as dit un, mais t'as vu, je suis un peu gourmand. Soyons gourmands. Soyons gourmands. Tu sais comment je suis. Moi, je dirais, on profite qu'on est en salle pour travailler de la presse à ischio. C'est-à-dire que c'est une machine, alors suivant le type de machine, soit vous êtes allongé, soit vous êtes assis, allongé sur le ventre, soit assis. Et en fait, vous allez fléchir les jambes, ramener, par exemple, si vous êtes allongé, ramener les talons vers vos fesses avec une charge additionnelle pour travailler spécifiquement les ischios. Voilà, ça c'est très intéressant. Et le dernier, c'est faire ce qu'on appelle du hip thrust, qui est un exercice très particulier, soit avec machine, soit avec une barre qu'on place. Et c'est spécifiquement pour travailler le fessier. Alors c'est devenu un exercice très en vogue, notamment avec les réseaux. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On ne travaille pas que les fessiers, mais c'est une bonne alternative au squat. Parce que si on fait déjà des squats à poids de corps ou avec des bouteilles d'eau ou des petits kettlebells chez soi, on ne va pas aller à la salle pour se mettre une barre derrière le dos ou en fond de squat pour faire du squat. Le hip thrust est un bon compromis. Et puis ça change un peu, donc c'est assez intéressant. Voilà. Alors du coup, on va essayer On a fait le tour là ou il y en avait encore? Non, c'est bon. Parce qu'on pourra en citer des dizaines et des dizaines. Donc, il y a le livre, voilà. Évidemment, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Là, on a donné des exemples de séances. Moi, j'aimerais bien maintenant qu'on s'intéresse à la manière dont on va organiser justement cette séance. Déjà, combien de fois par semaine tu recommandes de travailler, ou peut-être par mois tu recommandes de travailler les jambes? Imagine quelqu'un qui a une séance d'1 heure de musculation. Est-ce qu'il doit consacrer 1 heure aux jambes, je sais pas, une fois par mois? Ou est-ce que s'il a une séance par semaine, il doit faire 15-20 minutes focus sur les jambes, ou il doit alterner un exercice bas du corps, un exercice haut du corps, un exercice de gainage? Tu vois, dans la construction de la séance, comment tu vois les choses? Alors déjà, avant de te dire comment moi je vois la construction entre guillemets d'une séance type, presque on pourrait l'appeler séance idéale, mais c'est peut-être un peu présomptueux de dire idéal, mais idéal pour toi, ton idéal. Voilà, mon idéal à moi, et du moment, et tu as raison de le dire, parce que les choses évoluent. Mais déjà, ce que nous disent les études, c'est qu'il semble y avoir, toujours avec un peu de nuance, un bon ratio sur une séance de muscu pour 3 séances de course. Dans une semaine. Donc, il faut déjà un peu avoir ça en tête. Ça fait pas mal quand même. Voilà, ça serait le ratio optimal. Voilà, déjà, les gens qui s'entraînent 3 à 4 fois par semaine, c'est déjà des gens qui s'entraînent sérieusement. Donc, mettre une séance de muscu par semaine me semble quand même vraiment important. Après, quelle est la durée? C'est soit, si j'en fais qu'une, j'essaie de quand même faire entre 45 minutes et 1 heure. Pour moi, 1 heure, c'est un bon timing. Avec échauffement ou sans échauffement? Sans échauffement. Sans échauffement. Et gourmand, on avait dit qu'il était gourmand. On avait dit. Sachant que l'échauffement en musculation, ça va plutôt être un travail de mobilité plutôt qu'aller courir 15-20 minutes. Ça sert à rien. On en parlera tout à l'heure dans la prochaine question. Du coup, on se fait, on va dire 1 heure, ou si on n'a pas forcément 1 heure entière à consacrer, on peut se faire 2 fois 30 minutes. Voilà, c'est ce qu'il faut à peu près ce ratio-là, de 1 à 3. Et sur une séance d'1 heure, moi un peu comment je conseille le truc, l'organisation,
c'est 30 minutes, on travaille sur les jambes, 20 minutes, on travaille sur le haut du corps, et 10 minutes, on finit par de l'abdogainage un peu classique. Alors certains pourront me dire, mais t'as que 10 minutes sur l'abdogainage alors qu'on nous rabâche les oreilles que c'est important. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, par exemple, même quand on travaille les jambes de manière spécifique, quand on fait des fentes, quand on fait des squats, on va travailler le gainage à un moment donné. Après, on peut mettre aussi en place des exercices dits complexes. Par exemple, le thruster, qui en fait c'est un squat, mais quand vous remontez, en même temps vous poussez sur les bras avec des bouteilles d'eau ou des petites haltères si vous en avez. Très crossfit ça. Voilà, très crossfit, mais en même temps plutôt complet. Et si on veut un peu, si par exemple on n'a qu'une demi-heure pour travailler par semaine, autant choisir des exercices dits complexes qui vont nous permettre de combiner le haut et le bas du corps, voilà, de manière assez concrète. Et voilà, donc une répartition comme ça. Et l'abdogainage, vous allez le travailler tout au long de votre séance. Donc, voilà pourquoi juste 10 minutes à la fin. C'est un peu un découpage, voilà, 30, 20, 10. Après, si c'est 35, 15, 10, si c'est 35, 25, enfin, voilà, vous savez, je suis pas un ayatollah absolu du timing à ce niveau-là, mais c'est l'ordre d'idée. Évidemment, même s'il ne faut pas travailler que les jambes ont leur importance puisque ce sont quand même elles qui interviennent le plus. Oui, puis on aura des épisodes, un autre épisode spécifique sur le haut du corps, sur le gainage, sur les pieds. Enfin voilà, on va détailler tout ça. On essaiera d'être le plus complet possible dans cette capsule-là. Alors justement, tu parlais tout à l'heure un peu de l'échauffement. Tu as anticipé ma deuxième question. Qu'est-ce que tu recommandes où est-ce qu'on place, où est-ce qu'on intègre cette séance de pied dans notre plan d'entraînement? Est-ce que par exemple, on fait ça, le coup classique, moi c'est ce que je faisais. Je vais à la salle, je fais 45 minutes sur tapis, après j'enchaîne avec une séance de muscu. Il y a un peu la deuxième version, je fais ma séance de muscu, ensuite j'enchaîne avec 46 minutes sur tapis ou avec une séance d'1 heure, voire même une sortie longue. Après, moi, ça m'est déjà arrivé le dimanche avec toi. Je me souviens au Stade Français, on se donnait rendez-vous le matin à 7h du mat. Hop, séance de 2 heures. Et puis après, on allait à Saint-Cloud faire une sortie longue. Je vous dis pas, quand l'après-midi, le dimanche, je peux te dire que vous dormez. Est-ce que vous êtes bien cuit? Voilà. Comment est-ce qu'on l'intègre? Est-ce qu'on l'intègre peut-être dans un jour de repos où on fait que du renforcement musculaire et on court pas? C'est quoi tes recos par rapport à ce placement dans le plan d'entraînement? Alors là, je dirais, il y a pas de vérité absolue et ça dépend vraiment de comment s'organise la semaine de l'athlète. Je rebondirais sur la dernière proposition, un jour de repos. Si par exemple, c'est le seul jour de repos que vous avez dans la semaine, c'est-à-dire le seul jour sans course, non. Pas ce jour-là, juste pour que le jour de repos soit un vrai jour de repos. Ouais. Et que ça soit pas, parce que on le sacrifie pas. Voilà, il y a quand même un effort physique, une activité physique derrière, donc non. Après, avant ou après la course, ça c'est une vraie question. Si par exemple vous allez en salle et vous en profitez pour faire du tapis, moi je vous conseillerais de faire la séance course après. Pour une raison toute simple, c'est que ça va permettre ce qu'on appelle le transfert de ce que vous venez de faire en musculation, même s'il y a des exercices dits spécifiques dans votre séance de renforcement, derrière il faut faire du transfert, c'est-à-dire comment ce que j'ai fait, je vais le mettre au bénéfice de ma pratique principale qui est la course. Donc pour ça, enchaîner séance de muscu et un footing derrière. C'est pas un mythe ça? C'est pas ce côté un peu transfert? Non, c'est pas un mythe. C'est vraiment parce qu'après il faut pouvoir entre guillemets réorienter. Après c'est pas l'alpha et l'oméga, mais il suffit pas faire de la musculation d'une certaine manière pour que ça soit efficace. Donc ça peut être l'idée. Après si vous voulez T'en parlais, lorsqu'on fait de la musculation avant une sortie longue, on peut aussi travailler en pré-fatigue. Or, soit on le fait juste avant, soit on le fait la veille au soir. Moi, je connais des athlètes qui le font. Donc ça, c'est vraiment des choix d'organisation. Par contre, courir avant, pour le coup, ça n'a pas vraiment de bénéfice parce qu'en plus, quand on s'échauffe en musculation, on fait pas un échauffement de course à pied, on fait pas un échauffement cardio très très concrètement. On fait un échauffement de mobilité articulaire et en gros, je pourrais résumer comme ça va faire bondir les ayatollahs de la pensée sportive, mais de réveil musculaire. Moi, je l'appellerais comme ça. Mais vraiment, il leur en faut peu pour bondir quand même à ces gens-là. Tu sais bien comme moi que parfois.
Non, mais c'est hyper intéressant. Bah écoute, Fred, merci beaucoup. C'est un échange passionnant. Quels sont selon toi les éléments clés à retenir de notre échange, de tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode, si on devait synthétiser les enjeux autour du renforcement musculaire bas du corps pour les coureurs et coureuses à pied? Alors moi, si on devait retenir une seule chose qui me paraît la plus importante, c'est de ne pas oublier que les muscles ont ce qu'on appelle des régimes de contraction qui sont différents. Donc je les rappelle, concentrique, isométrique, excentrique, et dans un mouvement de course, toutes ces phases vont se succéder, et donc il faut toutes les travailler. Alors, pas forcément dans exactement les mêmes proportions, mais il faut que le renforcement des muscles inférieurs, qui est une partie prépondérante de notre efficacité, de notre performance au sens large, en course à pied, doit être abordé et inclus, parce que sans ça, déjà, on va être moins performant, on va être moins efficace et on s'expose aux blessures. Donc vraiment, veillez-y. Et vous n'avez pas besoin de faire 3 fois 3 heures de muscu dans la semaine, même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Ne serait-ce qu'une séance de 30-35 minutes bien organisée, elle sera efficace et ça vous surprendra. Bon, ça c'est rassurant. Merci infiniment, Fred. Je rappelle ton livre que tu as coécrit, Running Renfo, la préparation physique en course à pied, publié aux éditions Fort Trainer pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et voilà, devenir un peu plus pointu sur la question du renforcement musculaire pour les coureurs. Attention, c'est important. On se retrouve dès la semaine prochaine, Fred, pour un nouvel épisode. Je te dis à très vite. À très vite.